This morning, c'est Laurent Vogel who is going to be chairing. We have, in principle, 3 speakers, and the third speaker isn't here yet. So we have 3 speakers, but we might end up with a longer than planned discussion, which is always good. So, and on the other hand, we might end up with having to respect our time. So we're going to go with the schedule, and then we might have a broader question period if that happens. So, sans plus tarder, je cède la parole à Laurent pour vous accueillir. Merci. Bonjour. Pour commencer, je n'ai pas grand-chose à dire maintenant. Je crois qu'on doit d'abord écouter les exposés qui vont être faits. Et donc, c'est Marie-Ève qui va présenter le premier exposé sur les troubles musculo-squelettiques et le travail saisonnier. Alors, bonjour, bon matin à tous. Donc, je vais vous présenter en fait un projet qui découle, les résultats d'un projet qui découle de mon projet de doctorat et également un petit projet qui est débuté. Donc, travail saisonnier et prévention des troubles musculo-squelettiques, sur quels déterminants agir pour une prévention durable. Donc, le contexte du projet, en fait, mon projet s'insérait dans un vaste projet interdisciplinaire nommé Safety Net, qui était sous la direction de Barbara Neese et un collègue Bernstein. Non, j'ai oublié l'autre nom, mais pour Bernstein, c'est ça, exact, qui reposait sur une alliance communautaire dont les projets, en fait, portaient sur la santé et la sécurité du lieu de travail des secteurs maritimes et côtiers de l'Atlantique Canada. Également, mon projet faisait suite à une demande des intervenants de la santé publique région Côte-Nord du Québec. En fait, c'est des médecins de la santé publique qui étaient préoccupés par les troubles musculo-squelettiques dans des usines de transformation du poisson et qui avaient besoin d'action au sein même des milieux. Donc, l'industrie de la transformation du crabe dans lequel s'est déroulé mon projet, dans la littérature, il existe très peu d'études sur les conditions de travail et la santé. La plupart des études qui existent dans ce domaine se situent au niveau de l'AS professionnel. Si on regarde maintenant au niveau troubles musculo-squelettiques dans un secteur qui est relativement comparable, c'est au niveau de l'industrie de la transformation du poisson. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des risques très élevés de troubles musculo-squelettiques et également les conditions de travail ont été documentées comme plus pénibles pour les travailleuses. Également, l'industrie de la transformation du crabe se réalise dans des régions éloignées, des régions où est-ce que les possibilités d'emploi sont très limitées. En fait, l'employeur, c'est souvent uniquement l'usine de transformation du crabe. Également, c'est caractérisé, les travailleurs ont un statut de travailleurs saisonniers. Ce qu'on entend ici par saisonnier au Canada, c'est que les travailleurs, pour cette industrie, travaillent environ 14 semaines consécutives. Et par la suite, pendant la période hors saison, s'ils ont cumulé le temps nécessaire, ils reçoivent des prestations d'assurance emploi qui constituent leur unique revenu pendant la période hors saison. Également, ce qui est important à considérer, c'est que si le nombre d'heures travaillées durant la saison n'est pas suffisant, bien évidemment, ils n'ont pas droit à l'assurance emploi durant la période hors saison. Également, s'ils cessent de travailler pour un problème qui est indemnisé, qui est reconnu par le système de compensation, donc ici au Québec, la CSST, le temps d'arrêt n'est pas comptabilisé comme des heures effectivement travaillées, donc ça diminue leur chance d'accéder aux prestations d'assurance emploi. Également, un autre facteur, si un travailleur ne se qualifie pas à l'assurance emploi une année, eh bien, l'année suivante, il y aura besoin davantage d'heures pour être éligible.
Donc, en fait, la problématique, le secteur de l'industrie de la transformation du crabe, les conditions de travail et les risques sont très peu connus. Également, c'est réalisé dans un contexte de travail saisonnier. Le travail saisonnier en tant que tel, on en connaît très, très peu sur les caractéristiques. Bon, oui, on sait que c'est reconnu comme une forme de travail atypique en raison des modalités du temps de travail. On sait également que c'est concentré le temps d'une saison et que c'est reconnu pour les longues heures de travail. Mais outre ça, on en connaît très peu sur les indicateurs qui nous permettent de caractériser le travail saisonnier. Et également, bon, la situation de travail réelle des travailleurs et des travailleuses dans l'industrie de transformation du crabe dans un contexte de travail saisonnier est très peu connue. Donc, en fait, les objectifs que je vais m'intéresser aujourd'hui dans le cadre de la présentation, c'est d'abord de documenter les caractéristiques du travail dans des usines de transformation du crabe et également d'identifier les déterminants des situations à risque de troubles musculo-squelettiques. Et ces deux objectifs-là, en fait, sont réalisés dans une perspective de prévention qui est durable des troubles musculo-squelettiques. Donc, l'approche méthodologique qu'on a utilisée pour réaliser le projet, c'est basé sur, d'une part, une analyse de l'activité de travail, où on s'est intéressé à analyser vraiment l'activité de travail. L'activité de travail, en fait, disons, de façon générale, en fait, c'est le produit de la rencontre entre les caractéristiques individuelles des travailleurs et des travailleuses, et également les conditions de travail, là, je peux dire les conditions de réalisation de travail de façon spécifique et générale. Et également, l'activité va avoir des effets qui sont doubles, c'est-à-dire d'une part, ça va avoir des conséquences sur la santé, que ça soit un problème mental, un problème musculo-squelettique, etc. Et également en termes de production. Également, dans l'approche méthodologique, on a réalisé, c'était basé sur une étude de cas multiples. Donc, les cas, en fait, l'unité d'analyse, c'était des travailleuses d'une usine de transformation de crabe. L'ancienneté des travailleuses variait entre 14 à 29 années d'ancienneté. Et les travailleuses devaient présenter des symptômes de douleur musculo-squelettique. Pourquoi douleur? Parce qu'on avait un objectif, en fait, également dans la thèse, qui était d'analyser les stratégies de maintien au travail en dépit des douleurs. Et je vais vous dire que ça n'a pas été difficile de trouver des travailleuses qui avaient de la douleur. On avait 16 travailleuses, dont 8 travailleuses qui provenaient d'une usine située au Québec, dans une province canadienne, plus précisément sur la Côte-Nord, et 8 autres travailleuses qui provenaient d'une autre province du Canada, donc Terre-Neuve. Et c'était réalisé dans une approche mixte. Pour vous donner une idée, en fait, un aperçu des méthodes de collecte de données qui ont été utilisées. En fait, ça s'est réalisé pendant la saison, mais également pendant la période hors saison. On a réalisé différents entretiens pendant la saison, pendant également la période hors saison. On a également réalisé pendant la saison de travail des observations de l'activité de travail, de l'organisation et de la production de travail. Également, pendant la saison, on a également analysé les documents de l'entreprise, notamment sur les données de production. Au niveau de données de production, c'était surtout au niveau quantité de crabes qui étaient transformés par jour, le nombre de travailleurs qui avaient travaillé au cours de la journée pour transformer cette quantité. Également le nombre d'heures par poste pour transformer la quantité de crabes par jour. Également, on a réalisé des schémas corporels au cours des entretiens, mais également pendant la période de la saison où est-ce que je n'étais pas physiquement à une usine parce que j'avais 2 usines et les saisons se chevauchent. Donc, pour réussir à avoir un portrait complet sur la saison des schémas corporels, les travailleuses continuaient à remplir les schémas corporels pendant la période également où est-ce que j'étais pas présente à l'usine. Ça a été les données ont été recueillies en fait sur 2 années officielles et également une année pilote à raison de 2 saisons et 2 périodes hors saison. Maintenant, au niveau des résultats,
Donc, pour vous donner un aperçu, en fait, de ce en quoi consiste le procédé industriel dans une usine de transformation du crabe, en fait, le crabe arrive à l'usine, il est déversé sur la chaîne. Il y a un premier poste de cassage du crabe en 2 sections. Je voulais pas aller trop dans les détails ce matin, mais bref. Ensuite de ça, il y a un poste de triage du crabe selon le poids. D'empaquetage, donc on prend le crabe sur la chaîne, sur le convoyeur, on le place dans les paniers. Ensuite de ça, cuisson, pesage, etc. Il peut y avoir des variations selon les usines, mais essentiellement, c'est ça. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que les postes situés en amont, donc au début de la chaîne, étaient occupés par des hommes, des travailleurs, comparativement aux postes occupés par les femmes qui étaient situés en aval. Donc, en fait, qui étaient dépendantes du rythme de travail imposé par les travailleurs. Maintenant, en quoi ça consiste un peu plus au niveau des caractéristiques du travail dans les usines? Bien, c'est un travail qui est très répétitif. Le rythme de travail pour l'usine de la Côte-Nord était d'environ de 7 à 10 secondes, comparativement au rythme de Terre-Neuve qui était d'environ de 5 secondes. Des postures de travail également contraignantes, donc beaucoup d'élévation au niveau des épaules, du cou également, des postures debout, beaucoup de postures également statiques, bon oui debout, mais également aussi au niveau des membres supérieurs. Les travailleurs travaillent dans un environnement froid, humide, ils ont les pieds dans l'eau, etc. Un aperçu ici, en fait, des principales régions corporelles qui sont ressorties comme les sites que la douleur était la plus importante. C'est surtout au niveau des membres supérieurs. Également, quand on a regardé le pourcentage de jours avec une augmentation de la douleur entre le début et la fin de la journée de travail, ça s'est élevé à environ 74% pour Terre-Neuve, Québec, un petit peu moins avec 42 et 67%. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment un pourcentage important de travailleuses qui débutent leur journée avec quand même de la douleur et que ça l'augmente au cours de la journée, et ce, sur plusieurs jours. Maintenant, si on regarde, qu'on s'intéresse à la dimension saisonnière du travail, la dimension temporelle, on s'est intéressé à analyser les données de production pour caractériser cet aspect-là. Donc ici, vous avez un portrait du nombre d'heures, de l'évolution du nombre d'heures par semaine au cours de la saison. Donc, on s'aperçoit en fait que dès le début de la saison, après une période d'inactivité, les travailleuses débutent avec un nombre d'heures qui est presque au maximum dès la 2e semaine. Et bon, petit à petit, il y a une diminution jusqu'à la fin de la saison, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des pointes pendant la saison imprévisibles. Maintenant, si on s'attarde à l'analyse des données qui sont relevées à partir du suivi des travailleuses en tant que telles et non pas à partir des données de production, quand on a calculé le nombre d'heures par journée maximum, on a obtenu 15 heures. Le nombre d'heures travaillées par semaine maximum, 79 heures. Et ça, ici, c'est basé en fait sur, disons, un calcul arbitraire de où est-ce qu'on a décidé de partir le calendrier, parce qu'un samedi, dimanche n'existe pas pour ces travailleurs-travailleuses. Donc, en faisant d'autres calculs, on est arrivé également à des nombres plus élevés que le 79, mais on a pris ce point de repère-là pour le calcul, pour arriver à une similitude entre les deux usines. Bon, la semaine où le nombre d'heures maximum a été atteint, c'est en début de saison, donc la 3e semaine. Également, le nombre de jours consécutifs sans journée d'arrêt maximum est 18 jours. Et on arrive à une moyenne du nombre d'heures par semaine qui est de 47 heures. Donc, quand on compare aux données de production qu'on avait obtenues, en fait, on avait une moyenne d'heures de 34 semaines. En fait, ça s'explique par le fait que les travailleuses, pour réussir et avoir la confiance qu'ils vont avoir leurs prestations d'assurance-emploi, ils vont essayer de cumuler beaucoup de postes dans une journée pour accumuler le nombre d'heures nécessaires. Donc, c'est dire que quand on analyse le travail saisonnier, si on se repose uniquement sur des données de production, ça peut en fait être un portrait qui est partiellement réel.
Maintenant, si on s'attarde vraiment à regarder, la vitesse de travail, c'est-à-dire le nombre moyen de paniers par heure par travailleuse, bien, vous avez ici l'évolution au cours de la saison. On s'aperçoit que dès le début de la saison, le rythme est quand même élevé. Également, on se dit, quand on regarde ça, il y a certaines semaines où est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines diminutions. En fait, ça doit permettre aux travailleuses et aux travailleurs de récupérer. Mais si on regarde vraiment quelles sont cette vitesse-là, on s'aperçoit que la récupération est quand même très arbitraire. En fait, quand on regarde le nombre de sections de crabes déposées dans un panier par heure pour une travailleuse, pour la Côte-Nord, on obtient autour de 526 sections qui sont déposées par heure et du côté de Terre-Neuve, autour de 780 sections de crabes. Donc, je vous rappelle que ces travailleuses peuvent cumuler 15 heures de travail par jour à raison de 79 heures par semaine à faire ce dépôt de nombre de sections. Donc, tout ça, en fait, on s'est dit, maintenant, faut agir pour améliorer les conditions de travail. Donc, on s'est intéressé à documenter, à identifier quels sont les déterminants de l'activité, donc les causes de l'activité. Au niveau milieu de travail, on a identifié plusieurs causes, notamment qui relèvent des conditions et moyens offerts par l'entreprise, que ça soit au niveau de l'aménagement du poste de travail, des outils de travail, etc. Également environnement social, également au niveau des exigences de production en termes de quantité et de qualité. Tout ça nous a amené à faire, en fait, pour chacun des postes, pour chacune des deux usines, on a identifié les facteurs de risque et on a identifié les différents déterminants sur lesquels, avec l'entreprise, on a décidé d'agir. Donc, il y a plusieurs améliorations qui ont été apportées dans le cadre de l'intervention ergonomique, dont la conception d'une nouvelle table d'empaquetage. Également, on a travaillé au niveau des stratégies de préservation de la santé. On a également travaillé au niveau de partage, de formation, d'ateliers, de savoir-faire. Également, il y a eu la création et la mise sur pied d'un comité santé-sécurité dans une des deux usines, c'est-à-dire à l'usine de la Côte-Nord, étant donné qu'il n'y en avait pas. Également, on a travaillé aussi au niveau de l'organisation du travail, donc la rotation des postes, également l'interdépendance entre les postes et les rôles des superviseurs et contremaîtres. Mais là, on s'est posé la question, est-ce que ces améliorations, en fait, oui, elles sont essentielles, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Donc, en fait, on a remonté la chaîne des déterminants, donc la chaîne des causes. On est allé agir, oui, sur les moyens et conditions offerts par le milieu de travail, mais également, on s'est aperçu qu'il y a plusieurs autres déterminants qui ont une influence sur l'activité de travail, notamment au niveau des politiques et des réglementations des pêches. En fait, Pêche et Océans Canada impose à chaque bateau un quota. Et également, la zone de pêche qui est attribuée à chaque pêcheur est ouverte pour une période de temps limitée afin d'assurer une préservation de la ressource naturelle. Bon. Également, la météo s'est avérée également être un déterminant parce que s'il y a des vents très, très forts, de la pluie, etc., bien, les pêcheurs ne prendront pas la mer. Donc, en fait, ce que ça l'occasionne, c'est que le lendemain, par contre, s'il fait beau, là, ils vont sortir et ils vont ramener une quantité très importante de crabes à l'usine. Et le crabe ne peut malheureusement être conservé plus que 48 heures. Donc, quand il arrive à l'usine, faut le transformer. Donc, on s'est aperçu que tous ces déterminants avaient un impact sur l'activité de travail. Donc, autant les déterminants au niveau du milieu de travail, également les déterminants au niveau du système des pêches. Également, d'autres déterminants qui se sont avérés avoir un impact sur les travailleurs, c'est au niveau du système d'assurance-emploi. Notamment le fait que si le nombre d'heures travaillées durant la saison est insuffisant, bien les travailleuses n'ont pas droit à l'assurance-emploi.
Combiné à ça, il y a également le système de compensation, étant donné que si des travailleurs cessent de travailler pour un problème qui est indemnisé, mais le temps d'arrêt n'est pas comptabilisé comme du temps effectivement travaillé. Donc, au final, ça diminue les chances des travailleurs et des travailleuses d'accéder à l'assurance emploi. Donc, en fait, tous ces déterminants, si on veut agir dans une perspective de prévention durable, oui, en tant qu'ergonome, on peut agir au niveau de l'amélioration des conditions de travail, mais si on veut que ça soit vraiment dans une optique de durabilité, donc de prévention durable, faut agir aussi sur d'autres déterminants. Oui, il faut agir sur d'autres déterminants, mais il faut également s'intéresser à l'interaction, en fait, qu'il y a entre ces différents déterminants également. Tout ça, en fait, m'amène maintenant à me poser la question, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette interaction, avec ces différents déterminants? Bien, maintenant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre les interactions pour développer, en fait, des stratégies d'intervention qui sont adaptées. Donc, on a un projet qui est présentement en cours. C'est un projet interdisciplinaire avec Rachel Cox. Donc, on veut vraiment que ça soit une interdisciplinarité dans le sens qu'on veut pas jumeler droit et ergonomie. En fait, on veut les intégrer ensemble, une réelle intégration. Puis je peux vous expliquer ce qu'on envisage pour faire une réelle intégration, mais on veut pas une addition, on veut vraiment une intégration. Et en fait, ce qu'on va s'intéresser, c'est l'impact de la loi de l'assurance-emploi et de sa réforme sur le bien-être et les conditions de réalisation du travail de travailleuses et de travailleurs saisonniers canadiens. Et ça, c'est dans une perspective aussi de tenir compte de la question du genre, parce que les répercussions ne sont pas les mêmes. Donc, la phase 1 qui est présentement en cours, en fait, c'est de mieux comprendre comment ces systèmes et leurs règles interagissent. Évidemment, vous aurez compris qu'à l'intérieur de ça, le système de compensation et le système au niveau de la réglementation Pêche et Océan Canada entrent aussi en ligne de compte à travers tout ça. Ce qui est envisagé, on a Québec et Terre-Neuve. On réalise des entretiens et des groupes de discussion auprès de travailleuses et de travailleurs. Donc, on a 10 travailleuses, 10 travailleurs saisonniers qui vivent en région éloignée au Canada et également auprès des professionnels de la santé qui œuvrent dans ces régions et qui côtoient également ces travailleurs saisonniers. Présentement, on a réalisé les entretiens groupe de discussion pour Québec et on va débuter pour Terre-Neuve. Également, c'est pas la dynamique du travail saisonnier est pas évidente parce que c'est une période de temps qui est très concentrée. Donc, on a beau dire, bon, oui, on va y aller, on est disponible demain, mais il y a peut-être pas personne à l'usine. Donc, quand c'est la production, faut être là. Puis ça dépend aussi, il faut jouer avec tout ce qui est au niveau du financement de la recherche et des aspects aussi à tenir compte, qui est pas toujours évident quand on a aussi à gérer un dossier éthique, etc., etc. Donc, bien, je vous remercie pour votre attention.